Alors Milan, bien installé? Il y a un lycée français à Cape Town. Au fait, ton container est arrivé? Dis maman, on reviendra à Mexico? Mais alors, on parlera quelle langue à la maison? Et toi dans tout ça, ça va? Bienvenue dans L'expatriation au féminin, le podcast qui nous relie à travers le monde, avec le soutien de la Caisse des Français de l'étranger. Se soigner en Chine est un épisode d'une série consacrée au sujet de la santé des expatriés dans le monde. Pour en parler, je me suis entretenue avec des expatriés qui m'ont raconté leur expérience et je vais échanger avec Julien Mathieu, référent de la CFE en Chine et à Hong Kong. Bonjour Julien. Bonjour Amélie. Vous êtes basé maintenant à Hong Kong depuis 11 ans, je crois. Pour nos auditeurs, pouvez-vous vous présenter rapidement ? Bien sûr, alors je m'appelle Julien, j'ai 45 ans. Je suis expatrié depuis une vingtaine d'années. Avant d'être à Hong Kong, j'habitais aux États-Unis et avant ça au Canada. Je suis marié, j'ai 2 enfants et j'ai créé une entreprise de courtage qui s'appelle Alea, qui est basée à Hong Kong et qui se développe en Asie et qui sert notamment les Français, les entreprises françaises et internationales un peu partout en Asie. Donc vous êtes vraiment en contact avec ces Français de l'Asie. Concrètement, quels sont les besoins des expatriés en termes de santé en Chine et à Hong Kong ? Je dirais qu'en Chine, les besoins sont grands parce que la Chine et plus particulièrement Hong Kong sont les pays où le système de santé privé sont parmi les plus chers au monde. Donc Hong Kong, si on prend l'exemple de Hong Kong, est le deuxième endroit au monde, la deuxième juridiction au monde après les États-Unis la plus chère pour les soins de santé privés. Donc on a des prix qui sont assez exorbitants, on a des prix qui ne sont pas standardisés, donc il y a un grand besoin d'information pour bien comprendre ces options en termes de soins de santé dans le privé. Alors il y a bien sûr un système public à Hong Kong comme en Chine, donc vous avez des hôpitaux publics un peu partout, il y a un maillage du territoire qui est très bon. Par contre, on peut avoir des délais d'attente qui sont très longs et des expatriés français et autres qui souhaitent aller dans le privé pour différentes raisons de confort, de rapidité, de disponibilité des soins. Je suis arrivée en Chine en 2016 en famille avec 2 enfants, 2 petites filles qui à l'époque donc sont des jumelles qui à l'époque avaient 8 ans. Et avec mon mari, donc nous étions là au départ pour une durée de 3 ans qui en fait a été beaucoup plus longue que prévu. Nous avons vécu dans un premier temps à Pékin pendant 5 ans, puis à Shanghai pendant 2 ans. Pendant cette période assez longue, j'ai eu bien sûr l'occasion de fréquenter la médecine de ville. Donc pour ma part, quand je suis arrivée en Chine, je ne parlais pas du tout chinois. J'ai pris des cours, mais ce sont des bribes de chinois que j'ai fini par maîtriser à peu près, et donc pas du tout une langue que je pouvais utiliser pour des choses aussi précises que de consulter un médecin. Donc de notre côté, nous avons vraiment une expérience plutôt de la médecine dans les hôpitaux internationaux et pas du tout d'expérience dans la médecine avec la médecine traditionnelle chinoise ou dans le cadre d'hôpitaux publics par exemple. Donc c'est une médecine privée que j'ai fréquentée, très bien organisée, dans des locaux extrêmement modernes, parfois luxueux. Venant de France, ce qui m'a le plus étonnée dans ma pratique, mes consultations de médecine basique, comme un généraliste ou un dentiste, ou des choses comme ça, c'est la très grande disponibilité des médecins. C'est très facile d'obtenir un rendez-vous. Tout fonctionnait, toutes les prises de réservation étaient souvent via des mini-applications, via WeChat, qui est vraiment l'outil de communication très important en Chine. Donc tout se faisait pour ma part en anglais. Moi j'ai eu un accident, je me suis cassé le genou. En fait, à chaque fois que j'ai dû me rendre à l'hôpital pour le suivi de ma fracture et ensuite la kiné, j'étais vraiment accueillie par des gens extrêmement compétents et très bienveillants. Donc ça, je trouvais que c'était vraiment une bonne expérience de la médecine en Chine.
On voit dans ce témoignage qu'Élodie nous parle de la médecine privée en Chine, parce que j'imagine effectivement que quand vous rencontrez des expatriés, ils vont plutôt se tourner vers cette médecine privée. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Eh ben, c'est un très bon témoignage qui reflète bien la réalité de ce que vivent les expatriés ici, et notamment quand on vient de France, c'est vrai qu'il y a une forme de choc, de surprise, alors à plusieurs égards, mais notamment un choc pour les Français qui arrivent ici, de voir à quel point dans le système privé de la santé à Hong Kong et en Chine, déjà il y a une forme de confort, de rapidité pour avoir des rendez-vous. Vous souhaitez voir un dermatologue ou un pédiatre ou un médecin ici, vous envoyez un WhatsApp quasiment et vous pouvez le voir demain. Donc c'est très très rapide. Par contre, ça a un coût. Le coût qui est élevé est bien sûr absorbé en général par votre assurance, donc soit la vôtre, soit celle de votre employeur, parce que c'est vrai qu'à la fin de l'année, ça fait des additions très importantes. D'ailleurs, quelle catégorie de personnes viennent vous voir ? Plutôt des entreprises ou alors des jeunes qui arrivent comme ça en Chine ? Je dirais que c'est assez varié. Alors, les gens qui arrivent comme expatriés à Hong Kong et en Chine, la physionomie a un peu changé, mais je pense que ça reflète ce qu'on voit au niveau mondial en termes de tendance dans l'expatriation. Donc peut-être qu'il y a 40 ans, c'était les expatriés, des gens qui travaillaient dans des grandes entreprises, qui avaient forcément des contrats d'expatriés. Puis on a évolué vers des contrats en local, ou ce qu'on appelle local plus, avec des gens qui ont tendance à rester un peu plus longtemps dans les pays et pas à venir seulement pour des périodes de 3-4 ans. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes arriver à Hong Kong, en Chine, soit pour faire un VIE, soit sans VIE pour faire un PVT, donc Work Holiday Visa, qui permet à des jeunes Français d'aller dans certains pays en visa en fait vacances-travail. Et sinon, des jeunes qui viennent un peu à l'aventure en se disant qu'ils vont trouver du travail sur place, passer des entretiens, rejoindre leurs conjoints. Donc ça, c'est assez fréquent. Justement, pour obtenir un visa, est-ce qu'on est obligé de souscrire à une police d'assurance ? Ou non, et on va juste dans le public ? Non, c'est pas nécessaire. Vous pouvez aller dans le public parce qu'en fait, quand vous êtes à Hong Kong, alors il y a des distinctions à faire entre Hong Kong et la Chine. Pour les employeurs en Chine, c'est obligatoire de fournir une forme d'assurance et de cotiser, on va dire, à la sécurité sociale locale. À Hong Kong, ça n'est absolument pas une obligation pour les employeurs de fournir une assurance santé aux employés. Et d'ailleurs, à Hong Kong, il faut savoir que pour les employeurs, il y a quasiment zéro charge. Quand vous avez un salarié, vous payez le salaire et à part une petite contribution qui est une obligation légale pour la retraite, mais qui est minime, il n'y a aucune charge. Il n'est pas non plus obligatoire pour un salarié ou un entrepreneur à Hong Kong d'avoir une assurance santé pour avoir un visa. Donc, vous pouvez tout à fait, quand vous vivez à Hong Kong, dès lors que vous avez ce qu'on appelle une Hong Kong ID, qui est la carte d'identité hongkongaise que toute personne qui vit à Hong Kong, même comme, on va dire, salarié pour juste une année, a cette carte. Dès que vous avez cette Hong Kong ID, vous pouvez aller dans le système public des hôpitaux ici à Hong Kong et avoir accès à ce moment-là à ces prix qui sont subventionnés par le gouvernement, qui sont très bas. Donc, une nuit d'hospitalisation va vous coûter 3 fois rien dans le public. Pour ce qui est, il faut faire une grande distinction entre ce qui est outpatient et inpatient. Donc, pour tout ce qui est médecine courante, soins de ville, comme on appelle ça, donc voir des médecins généralistes ou spécialistes dans le public, c'est assez compliqué. Ça prend longtemps. Donc, pour le coup, là, les gens vont vraiment dans le privé avec des coûts de consultation qui sont de 100, 150, 200 euros ou plus par consultation avec un généraliste ou un spécialiste. Pour ce qui est des hospitalisations, dans des cas de très graves, très lourds, bien sûr qu'à ce moment-là, ça se passe dans les hôpitaux publics, parce que c'est là où pour les questions vraiment vitales, il faut se rendre. En revanche, pour des opérations électives, pour des soucis qui nécessitent des chirurgies, dans le public, vous pouvez attendre très longtemps. Donc, les temps, le gouvernement ici est très bien fait, il met les temps d'attente pour les différents hôpitaux et les différentes spécialités en ligne. Il y a un site du gouvernement qui récapitule même le temps que vous allez attendre, par exemple à Hong Kong, dans les 42 hôpitaux publics
dans les systèmes d'urgence pour bien savoir où aller, être bien aiguillé. Mais pour vous donner un exemple, une opération par exemple d'une hernie, ce qui est assez courant quand même un peu dans tous les pays du monde, dans le privé, vous allez voir un médecin, il va vous dire je vous opère demain ou après-demain, il n'y a pas de problème. Ça va coûter cher, mais ça va être très rapide et confortable. Dans le public, on parle de temps d'attente de 12 à 16 mois à peu près. Pendant la période durant laquelle j'ai vécu en Chine, donc il y a eu la période Covid, qui est une période très très particulière pour le monde entier, mais je pense très spéciale en Chine, avec ce phénomène de testing permanent. Donc à cette occasion, j'ai un peu fréquenté les hôpitaux publics chinois. Et du coup, là, j'ai vu un peu plus l'organisation qui était pour moi très compliquée parce que du coup, en chinois, ce qui nous sauvait généralement, ce sont toutes ces applications qui parfois avaient soit une traduction en anglais, soit grâce au logiciel, on pouvait traduire certains éléments et comprendre ce qu'il fallait faire. Et enfin, je me viens juste de me remémorer qu'il y a aussi une première expérience que je crois qu'on vit tous en arrivant en Chine, c'est la fameuse visite médicale qui est obligatoire et qui, pour le coup, est une expérience à part entière. Du coup, très éloignée de ce que j'ai décrit dans ces structures où on est très choyé. Là, c'est vraiment une sorte de... Je ne sais même pas comment décrire ça. À Pékin, c'est en banlieue de Pékin, très très loin, dans un grand bâtiment où il y a énormément de monde. On vous donne des feuilles, on vous envoie dans un bureau A, B, C, D pour faire des tests à toute vitesse, de façon complètement bizarre. Donc ça, c'est peut-être la première expérience de la médecine qu'on a en arrivant en Chine et qui n'est pas la plus agréable. Donc on voit que la médecine publique existe, mais ça peut être intimidant quand même, non ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a des différences culturelles, il peut y avoir des différences linguistiques, et puis il faut quand même être franc, il y a quand même une vraie différence de disponibilité et de confort qui pour nous, Européens, quand on n'est pas dans son environnement naturel, quand on se sent vulnérable, vous savez, quand on est malade et qu'en plus on est loin de chez soi, on a encore plus besoin d'être rassuré, d'être compris et d'avoir confiance à la fois 100% dans les diagnostics et les échanges qu'on a avec le personnel soignant ou les médecins et d'être dans un environnement qui nous inspire confiance. Donc, pour ces raisons-là, c'est vrai que les hôpitaux publics, à part souvent quand il y a des couples avec des conjoints chinois ou chinoises, ce qui peut aider à traduire, à expliquer, ça rassure. Mais dans beaucoup de cas, nous, ce qu'on voit quand même sur place, c'est que les gens, dès lors qu'ils peuvent, n'hésitent pas et vont dans le privé. Oui, et comme on le disait avant, ça a un certain coût. Ce qui dit aussi médecine privée dit médecine payante, parfois coûteuse. Ça dépendait un peu des spécialités. Donc nous avions une mutuelle internationale qui nous permettait d'être bien remboursés. Je sais que certaines mutuelles permettaient, mais ce n'était pas mon cas, mais de ne pas avancer les frais. Donc voilà, toutes les mutuelles internationales sont reconnues par ces grandes enseignes d'hôpitaux qui sont un peu partout en ville. Nous, on a fréquenté l'hôpital le plus proche de chez nous. Mais je sais qu'il y avait beaucoup d'offres, donc ça aussi c'était quelque chose d'assez appréciable. Ce qui m'a surprise aussi dans la pratique de la médecine, c'est ce côté un peu mercantile quand même de la médecine. On vous demande toujours si vous avez votre carte avant même de vous demander pourquoi vous venez. Il y a toujours quand même cette question financière qui est le premier, comment vous allez payer, etc. Donc ça c'est un peu surprenant aussi venu de France. Ce qui m'a aussi surprise parfois, c'est que les médecins vous proposent toujours beaucoup d'examens supplémentaires, vous demandent beaucoup votre avis pour des choses sur lesquelles on n'est pas forcément en mesure de répondre. Donc ça m'a un peu désarçonnée au début, quand parfois des médecins vous proposent, une fois qu'un diagnostic est établi et que bon, c'est pas grand-chose, parce que j'ai pas eu de problématique complexe, mais proposent toujours quelque chose en plus, un examen, une radio.
alors que c'est absolument pas nécessaire. Et là, on sent que c'est quand même sûrement l'aspect financier qui motive parfois les propositions de ce type. Élodie, dans son témoignage, nous parle d'avancer les frais. Est-ce que les compagnies d'assurance demandent effectivement d'avancer les frais ou alors c'est pas toujours le cas? Comment ça se passe? Dans bien des cas, les assurances internationales pour les Français ici vont être des assurances où vous devez d'abord payer et ensuite être remboursé. Ça, c'est le cas pour tout ce qui est soins de ville et hospitalisation, souvent quand vous n'avez pas eu le temps d'avoir une garantie de paiement. Parce que lorsque c'est des grosses factures, donc on parle d'hospitalisation avec des grosses chirurgies ou des choses assez lourdes, et ça peut chiffrer très facilement à Hong Kong, on peut arriver à 30, 50, 70, 100 000 euros. À ce moment-là, si c'est une procédure qui est prévue, ou en tout cas que vous avez un petit peu de temps, quelques jours pour la prévoir, vous pouvez demander ce qui s'appelle une garantie de paiement. Donc, c'est un document que votre courtier peut vous aider à obtenir pour aller plus vite, qui est émis par votre assureur vers l'hôpital qui va faire la procédure pour que vous n'ayez pas à avancer les frais. Élodie, dans la deuxième partie de son témoignage, nous parle du côté mercantile de la médecine en Chine. C'est une réalité ? Absolument, Amélie, c'est une réalité. C'est vrai qu'un des autres facteurs de surprise des Français qui arrivent en Chine et à Hong Kong, c'est de voir que dans le secteur privé de la santé, on est bien sûr un patient, mais on est aussi un client. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a un niveau de service qui vous est offert très élevé, un niveau de confort, une grande réactivité. Vous êtes vraiment comme dans des hôtels 5 étoiles. Tout le monde est aux petits soins. En revanche, il y a aussi une réalité financière, puisque vous êtes un client, il faut que ça aille vite. Il y a un côté humain, mais il y a aussi une réalité économique qui fait que vous ne pouvez pas rester à discuter pendant une demi-heure parce que voilà, il faut qu'il y ait d'autres patients, d'autres clients qui soient vus rapidement. Et on sent bien ça parce qu'ici, on cherche à vendre, on cherche à faire du business et la médecine privée est un business. Et c'est possible que l'assurance ne couvre pas un examen supplémentaire parce qu'elle considère que ce n'est pas nécessaire ou alors un soin est trop cher? Alors, dans le monde des assurances privées, il y a une logique sur tout ce qui est customary and reasonable. Donc, on parle de la réalité d'essayer de savoir si des soins qui sont prodigués sont raisonnables et sont nécessaires. Il est vrai que quand vous avez, par exemple, des soins électifs, donc que vous souhaitez avoir une chirurgie, mais il n'y a pas de facteur d'urgence, elle peut se passer dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, il peut arriver que vous ayez des devis d'un hôpital ou d'un chirurgien. Encore une fois, on ne parle pas de choses à caractère d'urgence, parce que là, votre assureur va vous couvrir, vous n'aviez pas le choix, vous êtes parti à l'hôpital en urgence. En revanche, lorsqu'il y a une procédure que vous souhaitez engager dans 2 ou 3 mois, c'est tout à fait possible qu'un assureur dise « là, ça me semble très élevé » ou « cette somme-là, nous ne la couvrirons pas parce que nous savons que vous pouvez avoir le même niveau de service, mais dans un autre hôpital qui sera beaucoup moins cher ». Et est-ce qu'un assureur peut travailler qu'avec certains médecins? Alors, pour les assurances locales, vous avez ce qu'on appelle in-network. Donc, vous avez des réseaux de cliniques dans lesquels vous ne faites pas l'avance des frais. Ça, c'est pour les assurances qui sont onshore. Il y a quelques assureurs français à Hong Kong et en Chine qui ont des réseaux de soins, mais il n'y en a pas beaucoup. La plupart des assureurs français qui sont donc offshore et la CFE, eux n'ont pas vraiment de réseau en tant que tel. Donc, vous pouvez aller où vous voulez dès lors que c'est un praticien qui est régulé, inscrit et dans une garantie qui est couverte par votre assurance, vous serez remboursé. J'habite à Shanghai depuis 18 ans maintenant. Je suis arrivée pour 1 an d'études et puis je suis restée en contrat local. Puis désormais, depuis 1 an, je suis aussi consultante en optimisation des process et notamment dans les process de santé et sécurité en entreprise. Moi, j'ai été couverte, quand je suis arrivée, j'avais une bourse d'études du gouvernement chinois, donc j'avais une assurance locale. Ensuite, j'ai été avec la CFE et une mutuelle via mon entreprise. Et ça, j'avoue que c'était bien. Quand je suis tombée enceinte, je suis allée me renseigner sur le coup à la clinique privée qui me suivait et j'étais très heureuse de savoir que je n'arriverais pas à débourser l'argent parce que même si c'est remboursé, c'est quand même difficile. À l'époque, c'était au moins 100 000 kuai, donc
Donc voilà, le fait d'avoir une assurance comme la CFE avec une mutuelle m'a permis de prendre en charge non seulement tout ce qui est frais liés à l'accouchement et aussi mon congé de maternité. Parce qu'il faut savoir que si on travaille à Shanghai, on cotise. Malheureusement, on n'a pas forcément droit aux mêmes choses que les Chinois. Les entreprises ne sont pas obligées de cotiser à toutes les aides sociales pour les employés. Donc comme j'avais la CFE, c'est la CFE qui a pris en charge ça. Donc ça, c'était important. J'étais en contrat local, mais avec cette option de payer pour mon assurance, y compris aussi la retraite. Donc ça, j'avoue que c'était très bien. On voit dans ce témoignage que Gaëlle a l'air enchantée de la CFE. Est-ce que c'est un acteur qui est connu en Chine et à Hong Kong ? La CFE, c'est un dispositif vraiment unique qui est encore trop souvent méconnu des Français qui vivent à l'étranger. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs récemment lors d'une visite où on a eu vraiment beaucoup de questions de la communauté française avec des tables rondes, des permanences, des conférences à Shanghai et à Hong Kong qui ont permis de répondre à ces questions. Et depuis, on voit que ça a encore soulevé beaucoup d'autres questions et d'interrogations dans la communauté. Alors, la CFE, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le seul dispositif d'assurance santé au monde qui accepte tout le monde sans condition d'âge et quelle que soit votre santé. Aucune assurance privée ne vous accepte sans questionnaire médical et toutes les assurances santé privées ont le droit de discriminer à l'égard des conditions préexistantes. Donc, si vous avez de l'hypertension, si vous êtes en surpoids, si vous avez de l'eczéma ou toute maladie chronique, un assureur privé, une mutuelle, lorsque vous êtes français expatrié, peut vous mettre une surprime ou refuser de vous couvrir ou exclure vos conditions préexistantes. La CFE accepte tout le monde et la CFE, par contre, a des tarifs qui dépendent de votre âge, mais qui ne dépendent pas depuis la réforme de 2019 de là où vous habitez. Donc, un Français vivant au Mexique à un âge donné va payer la même chose qu'un Français vivant au Sénégal ou aux États-Unis. La CFE va vous couvrir avec, par contre, des remboursements qui varient en fonction des zones géographiques. Donc, la Chine est en zone 4 et Hong Kong est en zone 5, qui est la zone la plus chère, avec les États-Unis, le Royaume-Uni et quelques autres pays comme Singapour. Donc, la CFE ne suffit pas effectivement. La CFE va vous rembourser donc sur une base de frais réels, hospitalisation et un petit peu des dépenses de médecine courante. Et au-delà, il faut prendre une mutuelle. Donc, des mutuelles en complément de la CFE, vous avez plusieurs options, notamment celles qui sont ce qu'on appelle en délégation de gestion, donc qui vous permettent de fonctionner en PAC avec la CFE. Et il y a, on va dire, 5-7 assureurs français qui offrent ça, dont les noms bien connus, MSA, Schenner, April, Assure Travel et d'autres. Donc, ensuite, par contre, il faut se rappeler que dès qu'on dit assurance santé privée, on dit des produits qui ne sont pas standardisés et des prix qui ne sont pas standardisés. Donc, si vous comparez 4 ou 5 assureurs santé privés pour des PAC CFE, vous allez avoir des prix qui varient de 10, 15, 20, 30% et des produits et des niveaux de garantie qui varient aussi énormément, d'où le besoin d'être conseillé, informé là-dessus. Je vous propose maintenant d'écouter le témoignage de Gaëlle qui nous parle de la médecine traditionnelle en Chine. Donc sur tout ce qui est prévention des maladies, il y a énormément de choses qui sont faites dans la culture chinoise et dans la médecine aussi. Manger certaines choses, boire certaines choses, faire certains exercices. On va le voir souvent dans les parcs, les personnes âgées qui font du qigong, etc., qui sont très agiles et très en forme pour leur âge. Et puis donc là, la médecine qui va justement traiter non pas les symptômes, mais les causes en fait de la maladie. Vous venez avec des symptômes, on vous fait un diagnostic, on va prendre votre pouls, on va regarder votre langue, etc. Et moi j'ai pratiqué par exemple l'acupuncture et puis aussi les herbes médicinales qui peuvent apporter vraiment une alternative en fait aux médicaments que moi je ne supporte plus à force d'en avoir pris, les médicaments traditionnels contre la douleur par exemple ou des choses comme ça. Donc là, c'est un remède, on va dire, plutôt naturel, parce qu'il n'y a pas de molécules particulières qui sont prises. Et c'est plus doux. Et le but, c'est ça va pas être un soulagement immédiat forcément, ça peut, mais c'est pas obligé. C'est sur de long terme. Donc il faut prévoir plusieurs séances pour voir une amélioration.
Ah oui, la consommation de Doliprane ou autre, elle est très basse en Chine, en fait, parce que c'est pas ce qu'ils font naturellement, c'est autre, quoi. Donc pour nous, on a du mal à en trouver, et surtout, le dosage n'est pas le même. Tout ce qui est antidouleur, moi, je comprenais pas pourquoi j'avais mal encore quand j'achetais les antidouleurs en Chine. En fait, c'est parce que les dosages étaient vraiment bas. Alors, est-ce que les Occidentaux consomment vraiment moins de médicaments et se sont mis à la médecine traditionnelle chinoise ? Alors, ce qui est sûr, c'est que les Occidentaux, ça les intrigue, la médecine traditionnelle chinoise. Et il y en a quand même pas mal qui essayent. Moi, à titre personnel, dans la famille, on a essayé. Nos collègues dans l'entreprise régulièrement vont utiliser des services de ce qu'on appelle TCM, médecine traditionnelle chinoise. Et dans la société, c'est assez courant. Il y a beaucoup de Français. Il faut savoir que les assurances ici couvrent la médecine traditionnelle chinoise. Donc, c'est vraiment une catégorie de médecine à part entière. Il y a énormément de praticiens. Il y a des facs de médecine chinoise. Hong Kong, d'ailleurs, souhaite devenir un centre d'excellence dans le monde pour la médecine traditionnelle chinoise avec un hôpital entier qui va être en construction sur la médecine traditionnelle chinoise. Donc, c'est assez courant. Les coûts sont en général plus bas que voir un médecin généraliste. Il y a beaucoup de médecins de médecine traditionnelle chinoise à Hong Kong qui parlent anglais sans problème, qui ont aussi étudié à l'étranger. Donc oui, il y a plusieurs familles dans la médecine traditionnelle chinoise. Vous avez l'acupuncture, vous avez le cupping, vous avez les herbes. Ça fonctionne bien. Moi, à titre personnel, j'ai essayé et c'est vrai que c'est un type de médecine qui a des milliers d'années et qui, même si parfois on est un peu circonspect ou on ne connaît pas bien ça dans nos pays, ça a toute sa place en Chine. Moi, ce que j'ai découvert, que les ambulances ne sont pas médicalisées en Chine. Donc, c'est un système de transport de patients, mais ce n'est pas forcément des docteurs qui sont dans l'ambulance. Ce qui fait que les soins sont retardés, d'autant plus que Shanghai est une grande ville, qu'il y a forcément beaucoup de distance, des bouchons aussi parfois. Et on estime à environ 30 minutes le délai d'arrivée de l'ambulance, ce qui fait qu'en cas d'arrêt cardiaque, par exemple, c'est très problématique. Il faut savoir qu'en Chine, en tout cas à Shanghai, il y a des hôpitaux qui sont spécialisés. Donc si par exemple vous arrivez avec une problématique particulière, on peut vous dire c'est pas là qu'il faut aller. Donc quand il y a urgence, c'est un peu problématique justement. Et donc dans les formations, comme moi je le fais aussi maintenant avec les entreprises, c'est de dire aux gens de se renseigner autour de chez eux, qu'est-ce qu'il y a comme hôpitaux, quels sont les horaires, est-ce qu'il y a des urgences, s'ils ont des enfants, est-ce que cet hôpital propose des urgences pédiatriques, parce que seulement certains hôpitaux vont proposer des urgences pédiatriques, et d'aller se renseigner, d'aller sur place limite pour se préenregistrer, pour qu'ils vous connaissent, pour que quand vous arrivez avec une urgence, on ne vous demande pas 50 000 papiers, ce qui peut être très, très stressant et très énervant. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce témoignage ? Alors, le témoignage de Gaël, encore une fois, ça reflète le fait que, effectivement, dès lors qu'on a affaire à des soins de santé publics, on va dire, puisqu'il n'y a pas vraiment de réseau d'ambulances privées. À Hong Kong, il y en a une, mais en Chine, je ne suis pas sûr que ça existe. C'est vrai qu'on est frappé par les différences qu'il peut y avoir avec les fonctionnements de notre système de santé en France. Et c'est en fait parce qu'on a des automatismes et qu'on compare à ce qui se fait en France qu'on est surpris quand on arrive ici par des différences culturelles. C'est le cas pour des sujets comme ceux qu'a évoqué Gaël. C'est le cas également pour le sujet des épidurales, par exemple, pour les femmes enceintes, ou si vous allez dans le public, vous ne pouvez pas être certaine, même si vous prévoyez votre accouchement, que le jour J, l'anesthésiste ne sera pas affecté à une autre tâche et sera disponible pour vous. Dans le privé, c'est garanti. Dans le public, ça ne peut pas l'être, puisque par définition, vous êtes un parmi une masse de personnes qui utilisent ce service public. Et donc, ne payant pas, n'ayant pas de contrat individualisé privé pour ce soin de santé, vous n'êtes pas une priorité. Eh bien, un grand merci pour toutes ces informations pour la santé en Chine. Je rappelle que vous êtes Julien Mathieu et vous êtes référent CFE pour la Chine et Hong Kong.
Tout à fait. Merci beaucoup, Amélie. C'était un plaisir de parler avec vous aujourd'hui. J'espère que c'était utile. Et puis, si vous avez des auditeurs ou des auditrices qui ont des questions sur la santé à Hong Kong, en Chine, ou le monde des assurances santé, plus largement en Asie, ils peuvent me rejoindre à julien@alea.care, C-A-R-E, ou sur notre site internet www.alea.care, C-A-R-E. Merci et à bientôt. À bientôt. Et je rappelle que si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à liker et laisser des commentaires. C'est un soutien précieux qui nous aidera à produire du contenu toujours plus pertinent pour les expatriés. Ce podcast est produit par Expat Communication, l'éditeur de femmexpat.com, avec le soutien de la Caisse des Français de l'étranger.